Je parle, il le faut bien. L'action met les ardeurs en œuvre, mais c'est la parole qui les suscite. Ça, c'est du De Gaulle. J'étais hier, c'était le 18 juin, à l'appel, la commémoration, tu vois, avec la veste, l'écharpe tricolore, saluant les porte-drapeaux, un général et ainsi de suite. Et moi, c'est des moments que j'aime bien. Parce que juste après, j'allais à la manif des Gilets jaunes devant le palais de justice. Donc, t'imagines deux ambiances décalées. C'est pas la même veste que tu portes et tout ça. Et passer de l'un à l'autre est assez agréable. Mais par ailleurs, a été lu à cette cérémonie a été lu un texte des mémoires de guerre de De Gaulle que j'ai trouvé pas mal. Bah, attends, c'est ton téléphone parce que du coup, on est organisé, hein, c'est pas rien. Ouais, mais attends, moi, ce qui m'intéresse, c'est... Regarde, bon, il raconte comment il est accueilli par la foule, les vivas et tout ça, pour faire un grand discours le 18 juin 1942. Et là, après, il y a ce passage. Les acclamations se sont tues. La réunion a pris fin. Chacun retourne à sa tâche. Me voilà seul en face de moi-même. Pour cette confrontation-là, il n'y a pas d'attitude à prendre, ni d'illusion à ménager. Il parle de ses doutes et tout ça, et je trouve ça intéressant parce que je pense que ce que vit toute personne publique, c'est-à-dire une dissociation entre son image publique et ce qu'elle est en privé. Tu vois, là, j'avais paumé mes clés, faut changer la serrure à côté, et pourtant, il y a comme une image à renvoyer dans la sphère publique qui n'est pas la même parce que tu te dois d'incarner autre chose qui te dépasse. Et donc c'est un truc de tension. Alors dans le cas de De Gaulle, c'est une dissociation qui va presque avec une forme de folie, quoi. Tu es tout seul et tu dis je suis la France. Voilà, si tu n'es pas habité par une folie à ce moment-là, c'est en même temps que j'ai donné Leur folie, nos vies comme titre, je sais très bien que nous sommes nous-mêmes habité de folie et que j'espère que quelque part c'est notre folie qui va l'emporter contre la leur. Bon, enfin bon, allez. Maintenant, qu'est-ce qu'on raconte d'autre? Est-ce que je dois prononcer le mot Macron vachement vite? Peut-être, hein. Peut-être que c'est ma semaine avec Macron parce que je sais que maintenant, quand on met Macron dans le titre, ça fait un gros paquet de vues. Donc, allons-y sur ma semaine avec Macron. Ma semaine avec Macron, elle commence dimanche soir quand il fait son discours à la télé, là. Où il dit il faudra travailler davantage. Déjà, ça correspond à ce qu'on avait raconté juste avant, en disant qu'est-ce qu'il va nous proposer? Bah, comme le hamster dans la cage, travailler plus pour produire plus, pour consommer plus, et même on va nous demander d'accélérer, de tourner encore plus vite parce qu'il y a les déficits, Bon. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que travailler plus, bon, je travaille beaucoup quand même, mais je suis prêt à travailler plus. Je pense qu'au fond, les Français, c'est pas des feignants. Ils sont prêts à travailler plus. Le problème, c'est pourquoi faire. Et c'est ça à quoi il ne répond pas. Quel est le sens de ça? Tu vois, puisque je citais De Gaulle, en 1945, les Français ils ont été pris à bosser comme des fous. Parce qu'ils savaient pourquoi faire. Et les communistes en faisaient partie, les socialistes en faisaient partie, tout le monde s'est mis main dans la main. Il s'agissait de reconstruire le pays. Je suis passé au Havre, Havre, ville dévastée là. Alors on peut aimer cette architecture ou pas, c'est pas le sujet. Ils ont remis leur ville sur pied en quelques années dans l'après-guerre. Parce qu'ils savaient pourquoi ils œuvraient. Ils œuvraient pour remettre le pays debout. Qu'est-ce qu'on nous propose là? Travailler plus pour retrouver notre place dans la compétitivité internationale, travailler plus pour relever le PIB, travailler plus pour avoir de la croissance, travailler plus pour installer la 5G. C'est ça l'horizon qu'ils nous proposent. Travailler davantage, pourquoi pas, c'est pas le sujet, mais c'est pourquoi faire. Si c'est travailler davantage comme ça, comme le hamster, ça n'a pas d'intérêt. Si on nous dit, voilà, écoutez, la reconversion écologique, ça va être du boulot, les gars. Il va falloir se retrousser les manches. Si on veut rendre que dans notre pays, on s'adapte à un changement climatique inévitable et qu'en même temps, on le limite, eh bien, il va falloir bosser. Et je pense que c'est vrai. Je pense qu'il va falloir bosser pour changer les maisons, il va falloir bosser pour changer les transports, il va falloir bosser pour changer l'énergie, il va falloir bosser pour changer l'agriculture. Tout ça, ça va demander énormément de boulot. De boulot intellectuel et de boulot manuel. Ça va demander énormément de travail. Mais si on nous dit juste travailler davantage, en soi, non. Alors, ma semaine avec Macron, voilà, là, l'homme du CAC 40, c'est travailler davantage. Quand on dit de pas travailler davantage, c'est pour travailler plus, pour produire plus, et pour qu'à la fin, ils retrouvent leur même marge, les mêmes profits, les mêmes bénéfices, et qu'ils puissent verser derrière les mêmes dividendes. Et l'homme du CAC 40, le lendemain de son discours, puisqu'il va chez Sanofi pour changer, il croise son pote Serge Weinberg, le PDG, qui lui avait recommandé déjà, quand il avait croisé à la commission Attali, d'entrer chez Rothschild, qu'il avait aidé à entrer chez Rothschild, qu'il avait accompagné dans son élection présidentielle, qui était là le jour
où il est entré à l'Élysée. Bon, et là, il le recroise là. Pourquoi? C'est le chargé de com du CAC 40 là. Parce qu'on voit très bien que Sanofi s'est pris un coup de plomb dans l'aile pendant le Covid, quand ils ont annoncé que s'ils trouvaient un vaccin, ça serait d'abord aux États-Unis. On voit qu'il y a la possibilité d'un déchirement dans cette crise-là entre un capitalisme exacerbé qui délocalise à mort, comme l'a fait l'industrie pharmaceutique pour contourner les normes environnementales notamment, mais aussi pour abaisser le coût social, et les aspirations des Français. Il peut y avoir une déchirure, ça peut être le temps d'une déchirure. Et Macron est le chargé de com du CAC 40. Il vient essayer de replâtrer ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour replâtrer ça? Il faut aller chez Sanofi en disant « C'est merveilleux ce qu'ils font, ils vont investir 600 millions, c'est extraordinaire ». Je rappelle, en pleine crise du Covid-19, Sanofi, c'est 4 milliards d'euros de dividendes versés. Ça veut dire que quand je convertis en années de Téléthon, on a donné aux actionnaires de Sanofi 80 ans de Téléthon, je crois, tu vois. Tu vérifieras, quand je dis des conneries, il faut qu'il y ait des gens qui contrôlent derrière moi. On file tous les ans 150 millions d'aides de crédit impôt recherche et compagnie, alors qu'ils virent des chercheurs. Sanofi, c'est aussi la dépakine. Est-ce que Macron a touché un mot pour que au moins Sanofi participe au fonds d'indemnisation des victimes de la dépakine, avec environ 20 000 gamins qui souffrent d'autisme parce que leur mère en a continué à prendre pendant la grossesse parce que Sanofi n'a pas dit la vérité. Sanofi, c'est aussi, dans l'usine qui produit la dépakine, eh bien, à Mourinx, c'est 190 000 fois plus de doses de produits cancérigènes filés dans l'atmosphère pendant des décennies que les normes autorisées. 190 000 fois plus. Mais Macron, il va là-bas, et les 4 milliards de dividendes, il replâtre ça, on n'en parle pas. La dépakine, on n'en parle pas. Mourinx, on n'en parle pas. Les chercheurs virés, un tiers des chercheurs virés depuis 10 ans, on n'en parle pas. Un tiers des collaborateurs virés depuis 10 ans, on n'en parle pas. Tout ça, c'est tu. Mais en revanche, on applaudit Sanofi. C'est, comment il a dit là, ce projet va mettre Sanofi et la France à l'excellence de la lutte pour trouver le vaccin et aider à battre le virus. Le projet de Sanofi, une décision forte. Quant à comme publicitaire, Macron, c'est quand même pas mal. Président de la République, il faudrait lui mettre des étiquettes dans le dos comme les coureurs du Tour de France quand il va en déplacement, tu vois. Total, Sanofi, Areva, bon. Je l'avais déjà prévu, prédit, annoncé. Qu'est-ce que c'est leur vision des relocalisations? C'est, il faut donner plus de pognon au CAC 40. Comme ça, si on leur donne plus d'argent, bah, les boîtes, elles vont revenir. C'est leur vision de la relocalisation. C'est pas de se demander quelle protection il faut mettre éventuellement à nos frontières et ainsi de suite, mais c'est juste de se dire, on va leur donner du pognon, ça va les inciter à revenir. Et là, l'État met 200 millions sur la table. 200 millions d'euros. Je sais pas, j'ai pas bien compris, en fait, c'était que pour Sanofi, en toute honnêteté. Tu vois, mais ils mettent 200 millions d'euros, alors que Sanofi en récupère déjà 150 millions d'euros par an, je le rappelle, de crédit impôt recherche, qui verse 4 milliards de dividendes, et on met 150 millions d'euros. Donc voilà, bon, donc c'est là Macron chargé de com du CAC 40. Pour mémoire quand même, il ne faut pas oublier que c'est tenu dans les salons de l'Élysée. Alors il y a eu BlackRock sur les retraites qui se sont installés et qui ont fait comme si c'était un salon privé et qui ont fait défiler devant eux les ministres pour voir si la réforme des retraites elle pouvait convenir et tout ça. BlackRock s'installant à l'Élysée. Mais le Dolder, c'est-à-dire le lobby de l'industrie pharmaceutique, avait déjà fait la même chose. Ils avaient été invités au cœur de l'Élysée. Alors il y en a à qui on va remettre des médailles. Bah d'ailleurs, chez Sanofi aussi, Weinberg, il a eu la Légion d'honneur. Je dis ça parce que c'est mon dernier moment Macron de la semaine. Ça en fait 3 déjà quand même, c'est presque, presque comme si on était mariés, quoi, des fois. Macron fait appel à moi, bon, par le biais de la préfète, avec qui je m'entends plutôt bien, de son directeur de cabinet, plus exactement, qui me demande, bon, alors, qui vous souhaitez mettre en valeur dans les 2e et 3e lignes pour le 14 juillet? Je lui réponds que moi j'ai plein de gens qui me viennent à l'esprit. Géraldine, que je dois aller retrouver, c'est pour ça que je vais filer après à la Bourse du Travail tout à l'heure, qui travaille chez Honnête, donc, et qui a fait le ménage à l'hôpital avec ses collègues, Olivier, Séverine et sans doute des dizaines d'autres. Mais je vois mal comment on les mettrait à l'honneur avec une médaille, alors qu'ils n'ont pas reçu ne serait-ce que la prime Covid-19. Qu'il n'y a aucun geste pour l'amélioration de leurs conditions de travail, tu vois. Donc bon, je réponds ça. D'ailleurs, je voudrais faire un appel là. Je vais en faire 2, d'accord? Mais donc ça veut dire que tu as du boulot supplémentaire. Je voudrais faire un appel aux damnés de la prime Covid. C'est-à-dire faire un état des lieux
voir qui l'a reçu, qui l'a pas reçu, qui va la recevoir, qui va pas la recevoir, et donc si on fasse un appel sur ma page Facebook, un peu comme ce qu'on avait fait quand on a lancé la proposition de loi sur les agents d'entretien, et qu'il y ait des témoignages qui nous parviennent là-dessus. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je serais partisan d'une contre-cérémonie le 14 juillet, avec par exemple, c'est d'amener du Covid. Mais même dans la durée, en dehors de ce contexte-là, tu vois, depuis que je suis député, et que je vais aux cérémonies du 14 juillet, à Abbeville surtout, c'est chouette. Il y a les majorettes, il y a les pompiers, on est accompagné par les gens, il y a un peu de monde dans la rue, on va déposer une gerbe au monument aux morts, bon, mais comme si c'était le 8 mai ou le 11 novembre. Il n'y a pas un mot de prononcé sur la Révolution. Même qu'on va dans les salons d'honneur ensuite de la mairie boire une coupe de champagne avec les sapeurs-pompiers, les volontaires qui ont progressé, tout ça, mais il n'y a pas un mot sur la Révolution française. Le 14 juillet, c'est le jour où on a renversé une Bastille, c'est le jour où la royauté a tremblé, c'est le jour où le pouvoir savait plus où il se trouvait, tu vois. C'est le jour où on a fait basculer l'Europe, l'un des jours, parce que c'était 6 années d'un processus révolutionnaire qui a été comme un poumon qui a envoyé de l'énergie partout en Europe, et on peut même dire que ça a perduré pendant un bon bout du 19e siècle. Bon, mais il n'y a rien de ça. Il n'y a rien de ce souvenir révolutionnaire dans nos commémorations du 14 juillet. J'aime bien le bal des pompiers, c'est pas le problème. Les feux d'artifice, j'y vais, ça se déroule juste en face de chez moi et j'adore les feux d'artifice, même si c'est pas bon pour le climat, mais j'aime ça. Mais enfin, il n'y a rien qui rappelle la Révolution. C'est un problème. Je souhaiterais que le 14 juillet, il y ait qu'il y ait une fête qui pas seulement qui rappelle, mais qui nous dise qu'il y a encore 1000 Bastilles à renverser. Donc je vous pose la question, si jamais on faisait un truc de cette nature-là, à Amiens par exemple, ou dans le coin, qui rassemble les damnés du Covid et qui nous disent quelles sont les futures Bastilles à renverser, mais aussi peut-être qu'on ait Éric Vuillard, puisqu'il a écrit un bouquin qui s'appelle 14 juillet, qui vienne faire une conférence. Tu vois, j'imaginais moi d'installer dans le parc Saint-Pierre, là, j'imaginais d'installer une Bastille, mais tu sais, en mousse, avec des cubes en mousse, et puis on aurait les enfants qui pourraient venir détruire la Bastille. Bon, voilà un truc comme ça. Si on lançait ça, est-ce que les gens ils peuvent répondre? Ou bien tu lanceras un événement sur Facebook pour qu'on voit s'il y a du monde qui aurait envie de venir. Mais je pense que c'est une date où on doit remettre notre imaginaire à l'intérieur. En fait, il faut comprendre ça. C'est que la bourgeoisie qui tient aujourd'hui le pays est très mal à l'aise avec les origines de la République. C'est une naissance impure, parce que c'est une naissance dans le fracas, c'est une naissance dans les troubles, c'est une naissance dans le peuple. Et ça, il faut l'effacer. Donc à la fois, il faut fêter ce moment-là, mais en même temps, il faut évacuer tout ce qui est son contenu. Et moi, je pense qu'on doit célébrer son contenu et qu'on pourra avoir une responsabilité, c'est de créer une grande fête qui rappelle ça. Bon, mon gros boulot, c'est quoi? Alors, moi, en ce moment, je m'adonne avec force à la littérature parlementaire. Bah oui, quand même. Tu vois, j'en suis à 3 rapports, là, depuis le début de l'année. Mon premier rapport, c'était sur la police, pour une police de la confiance. Mon deuxième rapport, c'était sur la sous-traitance et la maltraitance des femmes de ménage. Et là, troisième rapport, avec Bruno Bonnel de La République En Marche, sur ce que j'ai appelé les métiers de lien, c'est-à-dire on en a pris 4. Assistante maternelle, animatrice du périscolaire, accompagnante d'enfants en situation de handicap et auxiliaire de vie sociale. Je le mets au féminin parce que à 80% ce sont des emplois féminins et c'est sans doute largement pour ça que ce sont des métiers qui sont dévalorisés. Encore un gros rapport et j'espère que dans mes œuvres complètes, parce que tu sais, je me vis quand même plus comme un littérateur que comme un homme politique, eh ben, il y aura un tome qui sera consacré à mes œuvres parlementaires, parce que honnêtement, je pense qu'il y a du journalisme et il y a de l'écriture dans les rapports que je ponds. Donc là, j'ai fait un très long avant-propos pour dire l'importance de ces métiers du lien. C'est évidemment une lutte féministe, c'est une lutte sociale, parce que ce sont plus d'1 million de personnes qu'on peut potentiellement faire sortir de la pauvreté, alors qu'ils subissent, comme les femmes de ménage, des horaires décalés, tôt le matin, tard le soir, avec des temps partiels qui en vérité sont des temps pleins, mais avec des salaires partiels. Sur le plan écologique, on a là les héroïnes de la transition. Il faut bien voir que c'est avec Pierre Rimbert du Monde Diplo qu'on a auditionné, qu'on discutait de ça, mais
il y a une vision de la modernité, comme si la modernité, c'était, tu vois, seulement le iPhone, le frigo qui sera connecté à la 5G, et ainsi de suite. Non, la modernité, ça a été aussi la sécurité sociale, ça a été l'éducation pour tous, ça a été un certain nombre de services comme cela. Et demain, il y a des stats qui sont faits aux États-Unis sur quels sont les métiers d'avenir, eh bien, dans les métiers d'avenir, il y a un peu de high-tech, mais il y a beaucoup de métiers du lien, d'auxiliaires de vie sociale. Ça va avec d'autres dénominations, mais ça va être par millions aux États-Unis. Et chez nous, ça sera par dizaines ou par centaines de milliers qu'il y aura ça. Donc, quelle vision de la modernité on a? Mais est-ce qu'on laisse se développer ça comme un truc précaire, des emplois bouche-trou et tout ça? Ou bien est-ce qu'on les structure pour que ça offre des conditions de vie correctes aux personnes qui l'exercent? Donc là, il y a un véritable combat, et qui est un combat sur le sens de notre société aussi. C'est-à-dire, pour moi, on peut appeler ça les héroïnes de la transition. Celles qui vont nous faire passer d'une société de consommation centrée sur les biens, avoir toujours plus de biens, ou bien aller vers ce que j'appelle la société des liens. Donc j'ai fait une longue introduction philosophique sur ce point-là. Et j'avais eu ici même d'ailleurs une discussion avec un gars de la décroissance qui était venu m'interroger et qui m'avait dit, mais alors, est-ce que c'est bien finalement? Normalement, c'était fait au domicile, tu vois, garder les personnes âgées, s'occuper des enfants handicapés et tout ça. Est-ce que c'est bien d'en faire des métiers ou voire même de le fonctionnariser? J'étais hésitant. Et j'ai rencontré la philosophe Cynthia Fleury qui m'a dit, mais oui, il faut absolument politiser le soin, le socialiser, le mettre dans la société, que tout ne se passe pas au domicile familial. Pour une raison, c'est que quand tout se passe au domicile familial, ça rend les gens fous, et notamment les femmes, puisque ce sont les femmes qui vont s'occuper des enfants, c'est les femmes qui vont s'occuper des personnes âgées, quand ça reste au domicile, c'est les femmes qui vont s'occuper des gosses qui souffrent d'un handicap, tu vois. Et en fait, s'en occuper toute la journée, le soir, le matin, tout le temps, ça produit une usure mentale qui est source de psychose. Il faut absolument socialiser le soin, qu'il y ait une part que ça soit socialisé, que ça soit socialisé dans de bonnes conditions. Et je crois pouvoir dire que c'est le premier rapport qui s'intéresse à cette question-là, non pas sous l'aspect de combien ça va nous coûter à l'avenir de s'occuper des personnes âgées, comment on va faire pour recruter tout ce monde-là, mais qui s'intéresse au métier lui-même et à comment on peut vivre correctement avec ça. Donc, le gros temps la semaine prochaine pour moi, ça sera la présentation du rapport en commission des affaires économiques mercredi. Et mardi, tu vois, on fait venir à l'Assemblée des accompagnantes d'enfants en situation de handicap et des auxiliaires de vie sociale pour pas seulement qu'il y ait un rapport, mais qu'il y ait une proposition de loi. C'est très bien qu'elle ne sera pas adoptée, mais on fait le boulot et surtout on pose des jalons, j'espère, pour demain. Bon, j'ai pas d'hologramme, j'ai pas le don d'ubiquité, donc je peux pas être partout où je voudrais être. Pourtant, jeudi prochain, j'aimerais bien être à côté de Clermont-Ferrand, chez Luxfer. Luxfer, tu sais, c'est la boîte qu'on avait visitée. D'ailleurs, on était arrivé le jour de la fermeture de la boîte. Et c'était quoi? Elles fabriquaient des bonbonnes, notamment pour contenir de l'oxygène dans les camions de pompiers ou dans les hôpitaux. Les hôpitaux français, depuis 1939, étaient servis par Luxfer à Vierza, il me semble, à côté de Clermont-Ferrand. Et là, les fonds d'investissement anglo-saxons, ils ont décidé de bazarder une usine qui était tout à fait rentable, qui fonctionnait très bien, qui avait un marché pour aller produire, on sait pas trop où, et pour effectuer des petites économies de budget. Les salariés de Luxfer, ils s'étaient rendus au secrétariat d'État à la reconquête industrielle. Tu sais, plus on met des grands mots, plus c'est du vide derrière. Et voilà ce que leur avait répondu le délégué interministériel à restructuration, Jean-Pierre Floris. Il leur avait dit « Des actionnaires qui détruisent une entreprise, c'est comme un enfant qui casse son jouet. Il faut les laisser faire, ça s'appelle le libéralisme. » Tel quel, il disait « Voilà, c'est un caprice d'actionnaire, mais il faut les laisser faire. » J'avais posé une question écrite à ce sujet. J'ai la réponse là. Alors, l'action de ce gouvernement vise précisément à ce qu'il y ait moins de situations comme Luxfer, ils me disent, le ministère. Il y aura moins de Luxfer si l'épargne nationale s'investit plus dans les entreprises et leur donne les moyens de rester maîtresses de leur avenir. C'est l'objet de la loi Pacte.
Donc voilà comment ils comptent résoudre le problème de quand un actionnaire décide de piller, ils ne contestent pas du tout que leur délégué interministériel ait raconté ça sur le fait que quand un enfant casse son jouet, on ne peut pas l'en empêcher et que c'est comme ça que l'économie doit marcher. Ils ne contestent pas ça du tout, simplement ils disent ce qu'il faut c'est qu'on leur donne plus de pognon et si elles ont plus de pognon, elles vont décider de laisser leurs entreprises ici. Bon, si on veut en finir avec cette logique, il faut absolument qu'il y ait des mobilisations populaires, notamment autour de l'industrie. On a besoin d'une industrie dans ce pays, pas pour fabriquer n'importe quoi. Il y a des choses dont on n'a plus besoin, mais il y a des choses dont on a besoin. Et en l'occurrence, des bonbonnes d'oxygène pour les pompiers ou pour les hôpitaux, on a besoin, et on a besoin que ça soit produit ici. Donc, même si je ne peux pas être avec les camarades, je me souviens de Axel, qu'on avait encore interrogé pendant ma petite émission dans la cuisine l'an 01 durant le confinement, mais même si je ne peux pas être, je suis de tout cœur avec les copains qui seront sur place. Et je pense que c'est la première des batailles qui doit être gagnée sur le terrain industriel, c'est Luxfer. Et ça doit ouvrir la voie à se poser la question, par exemple, aussi des lave-linges en France. On va dire aliments, vêtements, médicaments de manière prioritaire, ce trio-là. T'imagines le mec, il pense à décaler les élections régionales après la présidentielle. Pourquoi? Parce que dans les régionales, il risque d'y avoir des leaders, notamment à droite, Pécresse, Bertrand, Wauquiez, qui surgissent et qui lui feraient concurrence pour la présidentielle. Et donc là, il a dit, écoutez, moi je veux bien donner du pognon aux régions, mais à condition qu'on repousse l'élection. T'imagines le chantage? Il est fou. Bon.